tous et bienvenue sur Globe Cleaners, le podcast qui vous fait découvrir d'autres manières d'appréhender le voyage. Dans chaque épisode, je pars à la rencontre d'un voyageur engagé ou d'un acteur du tourisme responsable pour vous donner des conseils et vous inspirer à voyager différemment. On abordera notamment les sujets du changement climatique, de la transition écologique ou encore du mode de vie zéro déchet quand on voyage ou lorsque l'on s'installe à l'étranger. Si vous voulez en savoir plus sur mes invités et retrouver les notes de l'épisode, rendez-vous sur globe-cleaners.com. Aujourd'hui, je reçois Mathilde et Jonathan. En pleine remise en question de leur mode de vie fin 2016, ils ont décidé de partir 8 mois au Japon pour aller à la rencontre de personnes vivant des modes de vie alternatifs. En préparant leur voyage, ils se sont rendus compte du peu de contenu disponible sur ce sujet au Japon et ont décidé de profiter de leur voyage pour partager cela avec le plus grand nombre. C'est de là qu'est né le documentaire Dekiru c'est possible qu'ils ont réalisé. Le film doit sortir à la rentrée 2019 au Japon. Si vous êtes intéressé pour une future projection dans votre ville, en France ou ailleurs, n'hésitez pas à prendre contact avec eux via leur site internet. On a parlé de comment ce voyage les a changés et leur a donné un coup de boost pour avancer concrètement dans leur transition écologique, ainsi que de la genèse du projet. Ils ont aussi partagé énormément de ressources pour se documenter sur le changement climatique, la collapsologie, mais aussi beaucoup d'exemples d'initiatives inspirantes. Vous retrouverez d'ailleurs toutes ces références ainsi que les détails pour les contacter sur le site internet du podcast. Bonne écoute! Salut à tous les deux, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur chacun d'entre vous pour que les gens sachent un petit peu plus. Je m'appelle Mathilde, j'ai 34 ans depuis peu et on habite avec Jonathan en région parisienne pour le moment, puisque notre but c'est justement de partir de la région parisienne. Je suis orthophoniste et voilà. Du coup, moi j'ai 32 ans, donc j'habite avec Mathilde en région parisienne, on habite à Meudon, dans le 92. En fait, on habitait là avant de partir faire notre voyage au Japon, donc c'était plus simple pour nous d'y retourner parce que professionnellement on avait des contacts. En fait, le voyage au Japon et le fait de faire le film m'a permis d'acquérir des compétences en montage vidéo et j'ai créé mon propre métier, entre guillemets, en trouvant un patron mais en créant mon poste. Là, je fais des petites vidéos pour les touristes japonais, en japonais, sur la France. Du coup, avant de parler un petit peu plus de votre projet et du documentaire, j'aurais voulu aborder avec vous le sujet de la transition écologique et en fait, Oui. de quand date votre prise de conscience et comment elle s'est passée? Alors pour moi, elle date de 3-4 ans avant le voyage au Japon, donc je sais pas, c'est difficile de donner une date exacte, mais je dirais 2016, 2015. Mais en fait, j'ai toujours grandi avec des parents, surtout mon père qui nous disait tout le temps de pas utiliser trop d'eau. Lui, l'été, il faisait même chauffer, il continue d'ailleurs, l'eau au soleil, tu sais, avec un système juste de super simple de casserole. Bon, maintenant, je sais qu'il y a des choses plus simples. J'ai toujours vu, en fait, par exemple, ma grand-mère faire pousser ses légumes et justement faire attention à ce qu'elle achetait, ne pas manger de viande. Donc, elle était végétarienne. Donc en fait, je pense que moi j'ai un peu grandi avec ça, pas du tout dans une surconsommation. Enfin, je pense que j'ai jamais été, peut-être à la période adolescente, j'étais un peu dans une, comme beaucoup d'ados, dans cette, avoir envie d'acheter plein de choses, d'avoir des nouveaux vêtements. Mais en fait, ça m'a toujours un peu gênée. Enfin, je me suis rendu compte après vraiment quand j'ai eu justement cette prise de conscience que ça avait jamais été naturel pour moi d'acheter beaucoup de choses, de passer des journées par exemple à faire du shopping et à accumuler les objets. Ensuite, Jonathan vient de Briançon, des Hautes-Alpes. Et on a habité ensemble à peu près 1 an là-bas. Et moi qui ai grandi en région parisienne, même si j'allais souvent quand même à la montagne, à la campagne, le fait de vivre 1 an là-bas et d'être avec des personnes qui justement, je trouvais, avaient cette conscience écologique, avaient cette conscience de l'environnement, ça m'a encore plus confortée dans le fait qu'on peut vivre différemment et justement faire attention aux choses autour de nous, à l'impact qu'on a quand on achète quelque chose. Donc du coup, je dirais que ça date de 2-3 ans, voilà, avant le voyage au Japon. Mais en fait, ça s'est vraiment renforcé pendant et après le Japon quand on faisait du woofing et que du coup, bah, t'as la tête et les mains dedans, donc t'es au milieu de la nature, donc forcément, la prise de conscience là, elle est plus grande. Et après, pour ma part, je pense que moi j'ai un début de révélation avec un documentaire qui s'appelle Zeitgeist Addendum, qui date de 2008. C'est un documentaire qui parle surtout de l'argent, qui aujourd'hui a des propos qu'on pourrait même catégoriser
genre la théorie du complot, moi, ce qui me fait bien rire, parce qu'en fait, c'est juste des infos, quoi. Et moi, ça m'avait vraiment mis une claque. Et puis après, je pense qu'il y a des documentaires comme Solution locale pour un désordre Mm. global. En fait, j'ai vraiment un moment de grande curiosité pour essayer de comprendre le monde qui nous entoure. Et quand on cherche les réponses, le truc, c'est qu'on les trouve. Et on trouve pas forcément que ce qu'on veut trouver aussi. C'est-à-dire que moi, je suis pas parti du principe que tout était foutu et que tout était bien naze et bien corrompu et que il y avait plus rien à faire. C'est pas ce que j'ai cherché à démontrer, mais par contre, c'est plus ou moins la conclusion à laquelle je suis arrivé. Donc en fait, la prise de conscience, elle s'est fait étape par étape. Après aussi, on est arrivé à un moment où nous, on a eu envie de partir. C'était un moment où tous les deux, mais moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était assez frénétique. J'emmagasinais des tonnes et des tonnes d'informations. Et j'en pouvais plus d'être derrière l'écran de manière assez passive. Il fallait faire quelque chose de concret. Et c'est là où on s'est dit, bah, quoi de plus concret que d'aller faire une vraie expérience chez des gens qui travaillent la terre ou qui font des activités un petit peu alternatives, etc. Et on s'est dit, bah, d'une part, ça va nous permettre d'apprendre des choses et aussi de voir si ça nous correspond, si finalement nous qui sommes là derrière nos écrans genre dire ah ça c'est trop bien et tout, il faut trop faire ça, etc. Est-ce qu'en fait on est capable de le faire déjà psychologiquement, quoi. Et donc voilà, c'est donc une prise de conscience progressive, mais je pense qu'à partir du moment où on a le déclic de la curiosité, bah, les réponses elles sont là, hein, et puis encore plus à notre époque. Bah, du coup, tu as commencé, enfin, tous les deux, vous avez commencé à répondre un peu à ma question suivante, qui était sur quel impact ça a eu sur votre manière justement d'envisager le voyage à partir de ce moment-là, et puis même plus particulièrement ce voyage que vous avez fait au Japon, du coup. Il y a plusieurs déclics qui se font en fonction des timings, j'ai envie de dire, des personnes. Pour une personne qui décide petit à petit de changer son mode de vie sans changer forcément sa situation professionnelle ou géographique, elle va plutôt commencer par des petits gestes au quotidien, par réguler sa consommation, par aussi fabriquer certains produits, réduire ses déchets, etc. Et nous, c'est ce qu'on a commencé à faire, mais après le voyage, parce que bah, nous, notre première réaction, ça a été vraiment de vouloir partir. Voilà, nous, c'est toutes ces informations qu'on s'est dit, bon, on part loin, longtemps, et du coup, on voulait du concret, mais on voulait aussi un dépaysement géographique et professionnel. Et puis je pense aussi que pendant le voyage, en fait, maintenant je m'en rends compte pendant les 8 mois là au Japon, on était donc on faisait, enfin, on faisait attention, on faisait du woofing, donc forcément on était en contact avec la nature, on avait cette conscience qui grandissait, on va dire. Mais je pense que par contre on consommait, je m'en rends vraiment compte maintenant, on consommait pas du tout de la façon dont on consomme maintenant. On faisait moins attention au plastique. On achetait quand même pas mal de bouteilles en plastique. Il a fallu quand même du temps en fait, même pendant le voyage, pour que finalement le concret, enfin nos actions en fait, se mettent en place. Parce qu'il y a une différence entre avoir envie et d'agir et de faire, enfin de faire plein de choses et que ça se mette en place. Enfin, il y a des personnes chez qui c'est plus ou moins rapide. Mais le voyage, je pense qu'il faut faire attention justement pendant le voyage parce que la transition, elle se fait pas si facilement que ça. Encore une fois, ça dépend des personnes. Mais c'est justement pendant le voyage, je pense qu'on peut avoir un impact un peu négatif sur l'environnement parce qu'on se dit, bon, on est en voyage, on oublie un petit peu en fait les bonnes habitudes à prendre. Et effectivement, le plastique, bah, on en achète facilement. On va forcément jeter plus de choses. Donc le zéro déchet, bah, moyen, c'est pas trop en place. Voilà, c'est vraiment, en tout cas pour ma part, mais je pense toi aussi Jonathan, Mm. c'est vraiment, je pense, après le voyage au Japon, que tout ça s'est mis en place, avec le recul en fait. Il fallait le temps qu'on Ouais. digère en fait ce voyage et qu'on comprenne surtout. Et du coup, tu trouves que maintenant que vous avez pris conscience de tout ça, quand enfin, vous faites d'autres voyages depuis, puisque vous êtes revenu au Japon, est-ce que tu sens que vous arrivez à mettre ça en pratique en mode plus nomade ou ça reste compliqué? Alors, beaucoup plus, oui, beaucoup plus. Surtout le Japon, c'est un sacré défi parce que effectivement, donc là, on est retourné 2, 3 fois au Japon pour le documentaire. Et en fait, effectivement, le Japon, c'est un grand défi puisque comme il y a beaucoup de plastique, que tout est facile surtout dans les grandes villes, surtout à Tokyo, pour le coup, là, c'est vraiment la surconsommation et tout est facile à acheter, tout est à portée de main à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais en fait, oui, on a maintenant, par exemple, un exemple tout bête, mais on apporte nos thermos. Donc, on fait en sorte tout le temps de plus acheter du tout de bouteilles. Là, on n'a pas acheté du tout de bouteilles d'eau la dernière fois qu'on y est allé. Donc, on remplit nos thermos. Ensuite,
à chaque fois qu'ils nous proposent, par exemple, des sacs en plastique, vu que On c'est les vraiment refuse. partout, on les refuse et on apporte nos sacs en tissu. En fait, c'est pas compliqué, c'est vraiment des petites choses à avoir sur soi et c'est pas lourd. Ça prend pas trop de place. Mais oui, bien sûr, ça a eu un impact. On n'est pas dans la perfection, Non, mais on évite mais les c'est mieux en combini tout cas. Voilà, on va maintenant. plus dans les combini aussi. Après, quand on voyageait, c'était compliqué aussi. Il y a des endroits où il y a rien, quoi. Enfin, je veux dire, il y a que le combini pour manger. Et après, les derniers voyages qu'on a fait, ils étaient assez intenses. On était surtout dans les grandes villes. Donc, dans les grandes villes, moi, je trouve que c'est assez compliqué. Mais ça se fait, hein, mais c'est plus dur. Par contre, quand on est à la campagne, faut voir aussi comment les Japonais de la campagne vivent. Mais il y en a plein qui consomment pas à outrance, hein. Ils consomment pas trop, même, je trouve. On essaye aussi de moins aller dans ces chaînes de resto qu'il y a au Japon et dans lesquelles on peut aller assez facilement. Ou par exemple, nous, on consomme pas beaucoup de viande en fait, enfin très peu. On n'est pas végétarien, mais on tend vers ça. Donc on n'en achète jamais, par exemple. Mais c'est vrai qu'au Japon, il y a une grosse consommation de viande et de poisson, mais surtout de viande. Et du coup, dans les restaurants ou dans ces chaînes de restaurants, la viande, enfin, je pense elle est pas produite de la façon dont on aimerait. C'est pas forcément très joli, je pense, à voir. Mais du coup, voilà, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Effectivement, c'est quand on doit se nourrir. Même si on essaye de plus aller dans ces chaînes, on va quand même dans des restaurants parce on n'a pas forcément trop le choix. Non, par Et contre, là, c'est il y a des trucs qu'on bannit, hein, le fast-food, même pendant les 8 mois de voyage, on n'est pas ah les oui, seuls, ça, on quoi. n'y va pas du tout. Ouais. Le premier voyage que vous avez fait ensemble au Japon, à la base, c'était quoi l'objectif vraiment? L'objectif, c'était partir loin longtemps ensemble, et du coup, on a choisi le Japon. Et ensuite, on voulait que ce soit un voyage qui soit pas un voyage de contemplation, de tourisme de contemplation, que c'est très bien, hein. C'est des gens qui aiment bien faire ça, mais nous, on était, je sais pas, peut-être c'est l'âge, je sais pas. Moi, personnellement, en tout cas, j'avais vraiment envie que ce soit un voyage utile et que à mon retour de ce voyage, j'ai appris quelque chose. Je pense que toi, Mathieu, c'était pareil. C'était pareil. Mais avec justement cette dimension écologique quand même aussi. Et voilà, et Vu qu'on donc, avait quitte à décidé apprendre d'aller faire quelque du chose, woofing. effectivement, oui, on a Mm. plus tourné vers l'écologie. Mais en fait, même au-delà de l'écologie, c'est nous retrouver dans un grand jardin et voir un petit peu ce que les Japonais avaient à nous apprendre et la manière dont ils fonctionnaient. Au final, de toute façon, ça s'est pas exactement passé comme prévu. Parce que je pense qu'avant de partir, on avait imaginé plein de trucs. Et il y a eu des choses qu'on avait peut-être imaginées qu'on a moins perçues. Et à l'inverse, des choses qu'on n'avait pas du tout Ouais. imaginées, qu'on a découvert. Par exemple, moi, je me disais, ouais, on va apprendre des techniques japonaises Ouais. de ouf, je sais pas, d'agriculture, machin, etc. Et nos 2 premiers woofings, en gros, on était tous les deux tout seuls à galérer à Okinawa, à couper des plantes tropicales de ouf et tout, là, avec des serpents, machin, etc. Ouais, c'est vrai qu'on se disait, moi je me disais aussi, on va faire de la permaculture, c'est ça, Ouais, à on la va revenir, on japonaise pourra et faire un tout. jardin de permaculture. Bon, c'était pas exactement ça au final. Et on pensait qu'on allait être ouais, formé et tout. Et donc là, ouais, là-dessus, grosse déception. Mais à côté de ça, par exemple, pour rester sur Okinawa, qui était vraiment le début du voyage, on a hyper bien mangé. Nos premiers hôtes, en fait, le mari adorait faire la cuisine et tous les jours, il nous sortait des plats avec des ingrédients de là-bas qu'on connaissait pas. Donc c'était trop bien. C'était pas prévu qu'on fasse un film quand on est parti. Par contre, juste avant de partir et qu'on s'est inscrit sur le site de Woof Japan, donc pour faire du woofing, on cherchait des vidéos sur YouTube pour voir un petit peu ce que ça donnait, ce qu'il y avait sur le woofing au Japon, et on n'a pas trouvé grand-chose. Il y avait des vidéos, mais c'était pas assez concret et assez explicite pour nous. Et très peu. Ouais, très peu. Et il y en avait très peu. Dans toutes les langues, hein, japonais, anglais, français, enfin, dans ces 3 langues-là. Et en fait, du coup, on s'est dit, nous, on va faire des petites vidéos. Donc, on était parti pour faire. On s'est dit, on profite de ce voyage pour faire des petites vidéos et comme ça, on les mettra sur YouTube. Donc, on avait créé une chaîne YouTube Sakura Woofing. Les vidéos sont plus disponibles actuellement. On les a, mais on les a enlevées pour pas tout mélanger avec le film. Et puis au fur et à mesure en fait de nos rencontres, surtout grâce au niveau de japonais de Jonathan, parce que moi au début du voyage je parlais vraiment très mal japonais, on a pu en fait se rendre compte qu'il y avait énormément d'initiatives en fait, surtout depuis Fukushima, depuis 2011 au Japon. Et puis dans nos woofings, on se rendait bien compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans cette transition écologique. Et en fait, il nous conseillait à chaque fois d'aller dans des endroits. Et un de nos autres nous a dit, vous devriez plutôt faire un film. Et puis voilà, c'est un peu parti de ça. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Ouais, en fait, non, c'était à Yakushima. Ouais.
En fait, on faisait ces petites vidéos et on venait de s'équiper d'une caméra parce qu'en fait, là, ça marchait plus du tout avec le téléphone portable et on allait à Yakushima, l'île qui a inspiré Miyazaki pour Princesse Mononoke. Donc, on s'est dit là-bas, ça va être trop beau, il faut absolument qu'on puisse faire des belles images. Et du coup, on venait d'acheter cette caméra et c'était une grosse partie de notre budget voyage en fait, parce qu'elle a coûté à peu près 500 euros et on dépensait très peu. Parce qu'il faut savoir, je crois, ça je sais que ça intéresse souvent les personnes, mais nous pour 8 mois de voyage, on en a eu à deux pour 7500 euros, je crois, billet inclus, plus la caméra inclus, etc. Donc on a vraiment dépensé très peu. Et donc on avait fait cet investissement et quand on était chez notre hôte, il nous a montré un film qui s'appelle Rainbow Valley, qui est un documentaire sur une vallée mise en permaculture, il me semble, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, je dis. Et en fait, en voyant ce documentaire, puis en voyant ce que eux ils faisaient à Yakushima, puis on s'était rendu compte qu'il y avait ce vide d'informations, et puis en discutant avec les autres bouffeurs et avec notre hôte, etc. Ben, on s'est dit, ouais, en fait, il y a trop à filmer ici, c'est trop intéressant pour qu'on en fasse juste une petite vidéo qui va aller se perdre dans la nébuleuse de YouTube. On s'est dit, bah, viens, on se lance, on fait un film. Mais au départ, on savait pas du tout dans quoi on se lançait, on n'avait aucune idée. Quand on disait à tout le monde, on fait un film au fur et à mesure des endroits où on allait, je crois qu'en fait, on savait pas bien dans Ouais. quoi, dans quoi on Bah, il y en a qui s'embarquait. étaient très gentils, hein, qui nous Et, répondaient, mais je suis pas sûr qu'ils nous prenaient hyper au sérieux. oui, c'était. Après, on s'est aussi inspiré. On avait quand même aussi le film Demain dans la tête. Ouais, c'est sûr. Donc, quand on a compris qu'il y avait beaucoup d'initiatives au Japon, on avait quand même un peu ce fil conducteur. On n'avait pas de fil conducteur pour l'histoire en fait du documentaire, du film, mais on avait ce fil conducteur de demain et de se dire ah oui bah on peut aller voir un endroit où il y a de la monnaie locale, on peut aller voir un endroit où il y a une ville en transition, etc. Du coup, le film Demain, ça nous a pas mal aidé un peu pour structurer. Après, il y avait un autre film aussi qui s'appelle Enquête de sens. C'est deux Français un qui travaille à New York ils vendent de l'eau en bouteille, l'autre qui fait des documentaires et puis celui qui travaille à New York, en fait, il se blesse, il regarde les documentaires qu'avait laissé son pote et là, il commence à comprendre que le monde euh, est complètement différent de la vision qu'il avait. Il décide de changer un petit peu de vie et il part en quête de sens. Ils vont rencontrer plein de gens un peu à travers toute la planète. Ils ont mis, je crois, 5 ans à le faire et eux, ils se sont autoproduits et tout. Puis c'était intéressant en fait de voir qu'il y avait aussi, voilà, parce que demain c'est Cyril Dion, Mélanie Laurent, machin, donc c'est des stars, voilà, eux ils peuvent le faire. En quête de sens, c'était plutôt deux jeunes motivés. Bon, un qui connaissait quand même bien le milieu, mais c'était pas voilà, c'était pas des stars quoi. Et ils ont fait leur financement participatif, ils ont réussi à financer, ils ont réussi à faire leur film. Et le film, on peut le trouver sur Internet. Il était gratuit jusqu'à il y a peut-être un an, je crois, un an ou deux. Maintenant, il faut juste donner, je crois que je sais pas, c'est C'est 1 euro 1 symbolique. euro, 2 euros, enfin Ouais. voilà. Et on peut le voir en fait directement juste en rentrant notre adresse mail. En quête de sens. Et donc en fait ces films-là en fait on s'est dit ouais c'est possible en fait. Mais alors par contre le titre du film s'appelait pas du tout comme ça au départ. Ça s'appelait Alternative Japan. Et comment vous avez changé du coup pour Dekiru? Bah déjà, ça nous plaisait. Ça, après, Alternative Japan, c'était bien, mais bon, ça nous plaît. Pour un titre de film, c'était pas ouais, non c'était plus vachement l'idéal. impersonnel. Ouais, Ouais. c'était très impersonnel. Et en fait, je crois que c'est toi, en regardant Sur le les montage. Ouais. interviews avec la monteuse japonaise, au montage, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils disaient souvent, en fait, Dekiru, qui veut dire donc c'est Oui, mais c'est possible. même Kai et Tender en fait Et, les premiers à avoir. et oui. Ouais. En fait, il y a deux intervenants dans notre film. On les a interviewés au Tokyo Earth Day. Ils ont fait une conférence avant qu'on les interviewe. Et à la fin, ils disaient est-ce que c'est possible? Et ils affirmaient Dekiru, Dekiru. Et je trouvais que la manière dont ils l'avaient dit, c'était assez fort. Et du coup, pendant l'interview, on leur a demandé de le redire, en fait. Du coup, c'est surjoué, ça se voit trop quand on leur a demandé. mais, mais c'est rigolo, c'est assez bien resté. Après cette interview, on l'avait diffusé, enfin un passage, parce qu'on avait fait plein de petits trailers pour X ou Y raison, pour aussi se présenter, dire ce qu'on faisait, etc. Donc en fait, on faisait pas mal de montage pendant le voyage, ce qui n'était pas une mince affaire. Mais du coup, un autre personne qu'on a interviewé, Miyake Yohei, lui, il avait vu l'autre interview et il a repris encore la petite blague, ce qui faisait que il commençait à y avoir pas mal de répétitions sur ce mot d'Ekiru. Et puis en fait, en regardant toutes les interviews, bah, vu que c'est vraiment on a interviewé des gens qui sont en train de faire quelque chose et qui disent ben, que c'est pas infaisable et que c'est possible. Du coup, vu que c'est un mot courant, hein,
la langue japonaise, le mot revient hyper souvent dans le film. Et on s'est dit que ça collait vraiment avec l'énergie du film, avec l'énergie des intervenants, et que ça correspondait aussi au message que nous, on voulait donner à travers le film. Et puis aussi le fait que nous, étant complètement extérieurs de tout ce qui était production audiovisuelle et tout le reste, eh ben, on décide de faire un film et c'est possible. Quelle est la rencontre qui vous a vraiment le plus marqué pendant le voyage? En fait, je dirais que c'est pas une rencontre, mais c'est plutôt des lieux. Ouais, on peut plus parler en fonction du lieu, parce qu'en fait, on a rencontré tellement de personnes. Ouais. Si tu veux, on a pris plus de Ah 150 si, amis sur Facebook. Ouais. si moi, ce qui m'a marqué en fait, mais du coup, c'est pas la rencontre, c'est plutôt les rencontres, mais c'est les personnes âgées. Dans donc les femmes, en japonais on dit oba-san, qui sont dans les campagnes. On est allé voir en fait deux amis, un couple d'amis qui avaient voyagé dans combien de pays? 29. 29 pays pendant 2 ans. Et en fait, on les a rencontrés à Yakushima, donc dans un de nos woofings. Et ensuite, c'était donc deux personnes qui vivaient vers Tokyo et qui avaient décidé d'aller s'installer à la campagne, donc vraiment, vraiment au fond de la campagne, dans la préfecture de Nara, mais assez loin de Nara. Et en fait, ils apprenaient des personnes âgées, enfin, ils apprenaient tous les savoir-faire, enfin, le plus possible. Et donc, on est allé les voir pendant une dizaine de jours à peu près. Et là, enfin, tout ce qu'on a appris en peu de temps par rapport au thé, par rapport au riz, enfin, il y a énormément de choses en fait à apprendre des personnes âgées au Japon. Et moi, je pense que c'est ces rencontres-là qui m'ont marquée parce qu'en fait, il y avait notamment une personne âgée qu'on voyait dès le matin et qu'on revoyait dans la journée, qu'on voyait le soir, c'était une de leurs voisines. Et en fait, on la voit dans le film d'ailleurs un petit peu. Et déjà d'une gentillesse incroyable. Et en fait, des savoir-faire, des choses finalement qui sont pas compliquées, mais je pense qu'on a oublié complètement dans les grandes villes au Japon. Et ça, en tout cas, moi, ça m'a pas mal marqué ça. Oui, Parce c'est surtout que, parce qu'elle a une petite voix toute oui, mignonne. bon, elles étaient mignonnes aussi. Il y a des lieux où on est resté plus longtemps que d'autres aussi. Donc, Yakushima, c'était 2 semaines, donc c'était assez intense. C'était une île vraiment intéressante et surprenante aussi, même au niveau du climat et au niveau du mode de vie que eux ils avaient là-bas. Après, l'école alternative, on est resté, je crois, 6 semaines. Donc, on a vraiment eu le temps de rentrer en immersion, de créer des liens. Et c'était super sur plein d'aspects. Et après, il y avait, je pense, Yufuin, ça nous a beaucoup marqué tous les deux. C'était l'endroit où il y avait le café communautaire. Parce qu'en fait, là, on était avec, je sais pas, des fois 6, 7, 8, 9 autres personnes, autres bouffeurs. Il y avait beaucoup de liberté dans nos activités, parce qu'on devait travailler 6 jours par semaine et 6 heures par jour. Mais on devait cuisiner ce qu'on voulait. Et c'était hyper convivial. Et puis après, on mangeait les plats de tout le monde, etc. Le client, il payait ce qu'il voulait. C'est vraiment un système super. Et puis tous les jours, on avait accès au onsen gratuitement. Et ça, je te cache pas que c'est 5 semaines de onsen gratuit, c'est la folie, quoi. Donc après, oui, c'est pas la rencontre, c'est vraiment les rencontres et les lieux, les contextes. Tu parlais un petit peu de ça déjà au tout début, Jonathan. J'étais intéressée de savoir qu'est-ce que ça vous a apporté en fait personnellement, du coup, ce projet, le voyage, mais aussi après la suite. Moi, je vais plus parler du projet, Mathilde, elle va plus parler du voyage. Parce qu'en fait, les deux ont eu un impact hyper important dans nos vies. Moi, notamment parce que j'ai dû me former au montage un petit peu sur le tas et en m'acharnant et en observant des personnes faire et en regardant des tutos, machin, etc. Et aujourd'hui, j'en ai fait mon métier, donc finalement, je suis assez content, mais j'ai eu de la chance. Ça nous a permis aussi de se lancer dans quelque chose et de vraiment tenir bon et d'aller jusqu'au bout. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était pas tant le résultat final qui comptait, mais c'était vraiment le fait de toujours fournir l'effort pour aller dans la bonne direction, pour se rapprocher de son objectif. Et on a eu plein de coups durs, hein. On aurait pu arrêter, mais en fait, moi, ma conclusion, aujourd'hui, c'est que en fait, n'importe qui peut vraiment faire n'importe quoi. Il y a aucun problème. C'est juste une question de temps et de persévérance. Mais en soi, vraiment, tout est possible. Et enfin, surtout pour les personnes qui vivent dans des pays développés. Ça nous a permis aussi de rencontrer des personnes après le voyage, notamment là sur notre retour au Japon il y a 3 mois en avril pour la première projection, où on était en compagnie de Isabelle Delannoy, qui est une écrivain qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'économie symbiotique,
numéro 1 des ventes économiques en France l'année dernière. Et c'est un pavé, mais hyper intéressant. Et il propose plein de solutions en fait pour créer une nouvelle société qui fonctionne. Elle utilisait des termes que j'aimais bien. Elle disait voilà qu'on soit plus sur l'extraction des ressources, mais on soit vraiment sur la régénération. Et du coup, voilà, ça, c'est une personne qu'on a pu rencontrer, avec qui on a pu avoir plein d'échanges. Et puis après, plein d'autres personnes aussi, les intervenants du film, et puis la vie que va avoir le film, en fait, à travers les propos qu'on a sélectionnés et qu'on a décidé de compiler. On a été vachement touchés par la réaction des gens au Japon. Il y a des personnes qui ont fondu en larmes, etc., parce que en fait, elles se sentaient très seules dans leur activité de transition, et que de voir qu'il y avait plein de gens très heureux qui faisaient ça, ça leur a donné chaud au cœur. Et après, Matou, toi, je pense par rapport au voyage, c'est plus la vie quotidienne. Pour le voyage, il y a une chose qui est assez importante, je pense, c'est vu que pendant le voyage, au bout d'un moment, quand on a arrêté le woofing et que vraiment on s'est concentré sur le film, on savait pas en fait, parfois 2 jours après ou même parfois le lendemain, on savait pas trop où on allait aller. Et en fait, le lâcher prise, parce que je pense que c'est un truc qui est important dans la vie de tous les jours. Donc, enfin moi, ça m'a appris à lâcher un peu plus prise et à laisser un peu plus les choses se faire et à pas être toujours dans le contrôle. Je pense que dans le voyage, c'est quelque chose qui est assez important parce que sinon on rate des choses. Si on est tout le temps en train de tout programmer, même si c'est important de programmer certaines choses, on vit pas forcément le moment présent. Mais oui, Du justement, coup, ça c'était un véritable choix en fait de pas programmer toutes les étapes du voyage, surtout quand on faisait le film, pour pouvoir être flexible. Et c'est ça qui ouais. nous a permis aussi de vraiment profiter du voyage et de le vivre au jour le jour. Mm. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose que je recommande, parce que pour la plupart des personnes, quand elles se disent qu'elles vont partir en voyage, elles veulent être assurées, elles veulent tout planifier, et puis il y a une question de budget, machin et tout. Mais en fait, dès qu'on part en voyage, on rencontre des gens, on découvre des lieux, on entend des histoires. Et si on a tout qui est programmé, bah, c'est dommage, parce qu'on peut pas en fait juste s'aligner sur Ouais. On perd de la spontanéité ouais, du voilà, sur moment. ce qui se passe, quoi. Ensuite, je dirais qu'il y a aussi l'agir. En fait, ça m'a vraiment permis d'agir parce que, comme je disais un peu tout à l'heure, donc avant de partir, j'avais déjà cette conscience, il faut faire des choses, il faut faire un peu attention à ce qu'on achète, etc., à la façon dont on consomme. Mais en fait, je me rends compte maintenant que j'ai réfléchi, que avant de partir au Japon, en fait, bon, je circulais déjà pas mal en vélo, je marchais, j'ai jamais trop utilisé la voiture, j'utilisais les transports. Mais à part ça, en fait, qu'est-ce que je faisais? J'essayais de manger bio, mais bon, parfois bio, ça veut tout et rien dire. Je mangeais bio, mais pas forcément local. Et donc ça m'a permis, en fait, après avoir digéré du coup tout ce voyage, de plus agir. En fait, de vraiment mettre des petites choses en place. Donc pour l'instant, là, on est en appartement et on est en région parisienne. Donc c'est pas comme si on avait un grand terrain et donc on peut pas faire autant de choses que ce qu'on voudrait. Mais ça m'a permis quand même voilà, de plus réfléchir à ma façon d'agir, en tout cas au quotidien. Donc ça, mettre des choses en place. Et puis en fait, vu que j'ai grandi à Paris, en région parisienne, à chaque fois qu'on réfléchissait, qu'on parlait en fait avec Jonathan d'habiter après, de faire cette transition en fait, et d'habiter à la campagne, que ce soit à la montagne, à la mer, ou vraiment dans la campagne profonde, et de mettre des choses en place, de faire de la permaculture, d'aller rencontrer des gens, enfin voilà, de faire tout un tas de choses comme ça. J'avais toujours au fond de moi, en fait, même en rentrant du Japon, un peu, je pense, cette peur et ah, mais en fait, j'ai quand même grandi à la ville, et en fait, est-ce que j'en suis capable? Enfin, non, non, mais en fait, je peux pas abandonner la ville, et c'est un peu triste, en fait, d'aller juste vivre à la campagne avec la nature autour. Enfin, après, vivre à la campagne, en plus, ça veut pas forcément dire qu'il y a rien autour de nous, mais du coup, c'est quand même un autre mode de vie. Et en fait, il m'a fallu quand même assez longtemps, et je dirais que ça fait que peut-être 6-7 mois, que ça y est, en fait, je suis prête à vraiment à mettre ce mode de vie en place, en fait. Le temps d'intégrer le voyage, ça m'a vraiment aidé là-dessus. Ça m'a appris ça, en fait, que c'est possible. Et du coup, donc là, tu parles pas mal que tu as mis en place des choses dans ta vie quotidienne au niveau de la transition écologique.
Ouais. Est-ce que tu aurais des petits conseils pour voyager de manière soit plus responsable et en ayant le moins d'impact négatif sur la planète? Oui, alors bon, nous, quand on va au Japon, forcément, on prend l'avion parce qu'on peut pas faire autrement, à moins de se téléporter, je vois pas enfin, c'est compliqué ou alors il faudrait renoncer, à aller au Japon, mais bon, du coup, là, on y va pour le film et c'est vrai qu'on prend pas beaucoup l'avion, mais bon. Pendant le voyage en lui-même, je dirais, bah, déjà, des petites choses comme, essayer vraiment de limiter le plastique. En fait, déjà, emmener uniquement, les choses, on va dire, nécessaires, réduire déjà un peu. Si c'est quelqu'un qui, avant son départ, a déjà cette envie d'inscrire son voyage dans une démarche un petit peu responsable, bah, en principe, c'est des personnes qui partiront pas très loin, ou alors même si c'est des personnes qui vont jusqu'en Asie ou en Amérique du Sud, bah, vont plus faire du backpack, partager tout ce qui peut être partagé, essayer de multiplier les expériences chez l'habitant. Quand tu es sur place, essayer de pas vouloir à tout prix, manger, par exemple, manger, le bon fromage français, en fait, abandonner l'idée Du de confort. vouloir voilà, du confort et faire avec ce qu'on a sur place, en fait. Donc essayer vraiment au maximum de consommer local puisque je pense qu'il y a pas de raison de si au quotidien, là où tu vis, tu consommes local, quand tu voyages, bah, consommons local aussi Ouais, puisqu'en voilà. plus, ça permet de découvrir C'est aussi, clair qu'aller jusqu'au le pays. Japon, moi quand j'entends ouais, au Japon, qu'est-ce qu'il faut goûter? Bah, il faut aller au McDo pour goûter le McCrevette ou je sais pas quoi. Je m'en fous. Donc ça, après, bon, je reviens avec mon histoire du thermos, j'y tiens, mais avoir, avoir un thermos, voilà, plutôt que acheter des bouteilles d'eau tout le temps. Alors après, dans les pays où l'eau n'est pas potable, c'est un peu plus compliqué. Je sais qu'il existe des pailles qui permettent De filtrer, de ouais. filtrer l'eau. On nous en a offert 2 là du coup, qu'on n'a pas eu l'occasion de tester, qu'on va tester, je pense, dans des rivières en France cet été, mais je sais pas à quel point ça filtre l'eau. Donc ça, pour l'eau, c'est vrai que c'est un Oui, peu l'eau, plus c'est un peu compliqué. compliqué. Après aussi, par rapport aux produits qu'on emmène, bah, essayer d'emporter, au lieu d'emporter tout un tas de contenants inutiles, emporter juste un shampoing solide. Alors je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas, mais en voyage, c'est quand même super Ouais. pratique. Voilà, et Et en fait, d'une manière générale, après, que ce soit en voyage ou pas en voyage, il faut faire attention à la manière de consommer. Je pense que nous, par exemple, on a pris l'habitude de consommer d'une manière que nous, on estime étant responsable. On sait qu'on n'est pas encore parfait, mais voilà, on achète quasiment jamais de vêtements, on achète très peu d'objets à usage unique, enfin, voire pas du tout. On achète quasiment que local. On n'achète aucune grande marque, mmh. on va jamais au supermarché en fait. C'est à chaque fois qu'on va dépenser son argent, c'est de se dire bon bah cet argent, qu'est-ce qu'il encourage, qu'est-ce que je cautionne en fait en dépensant de cette manière-là. Quand j'achète un objet, en fait, mais ça c'est au quotidien, c'est pas que pendant le voyage. Quand j'achète un objet, comment il a été produit? En fait, c'est vraiment se C'est poser ça. cette question, qu'est-ce qu'il va devenir Et après? qu'est-ce qui va devenir après? Qu'est-ce qu'il va devenir après? Et en fait, ça, je pense que c'est facile de se poser la question au quotidien. Pendant le voyage, c'est juste un peu plus difficile parce Bah qu'on a oui. envie de ramener des objets. Puis Et en même fait, t'as cet inconfort quand même de plus avoir tes repères, donc forcément, en plus tu connais pas, et tu te raccroches un peu bah, tu vas à ce que consommer tu facilement. Tu vas vois. dire bon ça là, je suis en train de voyager, faut pas déconner. Ouais. Après, on a un couple d'amis qui ont 2 enfants et en fait, elle est partie là pendant une semaine. Elle est en train de faire un tour en vélo, même en voyageant comme ça, sur son vélo et en étant loin de tout repère et en fait, elle m'a dit qu'elle notait, bah, à chaque fois: «Tiens là, j'ai jeté ça» ou voilà et elle va essayer à la fin dans son carnet de comptabiliser un petit peu tout l'impact qu'elle a eu. Voilà, donc ça, c'est pas mal aussi de faire ça. Donc évidemment, ça demande de noter un peu tout, ça enlève un peu de spontanéité au voyage, mais je pense que c'est important. Après, pour moi, de toute façon, il n'y a pas de perfection. À un moment donné, on a tous nos besoins, nos caractères, etc. Et notre rythme. Et moi, je pense que déjà, de partir avec la conscience de tout ce dont on est en train de parler et d'essayer de faire de son mieux pour avoir le comportement qui soit le plus cohérent avec sa vision des choses et du monde, c'est déjà hyper bien, quoi. Si tu n'arrives pas à tout faire, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. Aujourd'hui, ce serait déjà bien que tout le monde tende vers ça et qu'après on puisse expliquer les démarches et raconter et montrer l'exemple. Et maintenant, il n'y a pas de perfection là-dedans. C'est trop compliqué et le monde n'est pas du tout fait pour que ça fonctionne.
Après, il y en a qui arrivent, hein, je dis pas le contraire. Mais faut pas non plus partir dans l'idée que bon, si j'arriverai pas, j'arriverai jamais à le faire, et donc je fais rien au final, parce qu'en fait, chaque petit effort, chaque petite réflexion, c'est déjà un grand pas en avant. C'est vrai, ou alors ne pas se dire aussi, parce que j'ai déjà entendu ça quand même pas mal de fois, non, mais il y en a plein qui s'en fichent, donc à quoi ça sert en fait? Ou alors, de toute façon, les pollueurs, c'est les grandes entreprises, donc ben, Ce qui est vrai, mais ça veut pas dire qu'il faut qu'il faut baisser les bras. après, en fait, il faut le faire pour soi-même, hein. Enfin, je veux Mm. dire, changer le monde, Mathilde n'avait pas tout à fait de cet avis-là, mais pour moi, c'est mort, c'est foutu, hein. De toute façon, c'est mort. Donc après, Oui, bah à notre échelle, c'est sûr, ouais, mais il faut le faire c'est pour impossible. soi-même. Nous, ce qu'on dit beaucoup dans le film aussi, c'est agir de manière locale. Et quand on voyage, ben voilà, c'est respecter le lieu où on est et réfléchir de manière locale. Si déjà les touristes, ils étaient respectueux des endroits où ils vont, ça changerait beaucoup de choses, hein. Vous en avez déjà mentionné quelques-uns, mais quelles sont vos inspirations au niveau transition écologique, voyage, sur ces deux thèmes? Il y en a pas mal. Il y a notamment Rob Hopkins, donc, qui a fondé le mouvement de ville en transition. Il y a le livre. Alors, quand on est déjà sensibilisé, bah, ça rajoute un petit plus parce qu'il y a des chiffres, il y a pas mal d'informations, puis il est bien écrit, il est pas très long, il est agréable à lire. De Maxime de Rostolan, qui s'appelle On a 20 ans pour changer le monde. Il y a eu un film d'ailleurs qu'on n'a pas vu, mais qui est bien apparemment. Il y a aussi le livre L'économie symbiotique donc d'Isabelle Delannoy dont Jonathan a parlé tout à l'heure. Il y a bien sûr Cyril Dion avec Demain et il a écrit pas mal de livres aussi qui sont intéressants et qui remettent bien les idées en place. On aime beaucoup aussi Julien Woznitsa qui a 25 ans. Il a créé avec un copain une association, un collectif qui s'appelle Wings on the Ocean. Et en fait, son but est de dépolluer les océans avec un navire. Et en fait, en gros, il se rend compte que c'est au niveau des embouchures de l'océan qu'il faut agir. Donc, il part avec ce bateau et avec plusieurs personnes. Et je crois que qui veut enfin, les gens qui sont motivés peuvent le rejoindre sur certaines étapes, il me semble. Donc là, en fait, il est en train d'essayer de faire un démonstrateur en le faisant en France. Et si ça marche, enfin, s'il a des bons résultats, peut-être qu'il obtiendra un financement pour avoir une plus grosse flotte et pour aller agir ailleurs. Ensuite, il y a aussi Pablo Servigne, donc, qui parle de l'effondrement, qui est collapsologue. Alors, Pablo Servigne, on n'a pas lu ses livres, on écoute ses vidéos par contre. Si on lit ou si on écoute Pablo Servigne, c'est bien d'écouter derrière quelque chose de très positif. C'est bien de lire des auteurs comme Pablo Servigne, Cyril Dion qui parlent de l'effondrement et derrière d'aller aussi lire des livres, par exemple On a 20 ans pour changer le monde, qui vont au contraire donner un aspect plus positif et donner un peu des solutions. En fait, parce qu'en fait, si on lit que l'un, en fait, que les solutions, on est au courant de ce qui se passe, mais pas complètement. Et si on lit que le côté collapsologie, bon, bah, c'est un peu déprimant et on n'a plus envie de rien faire. Donc voilà, il faut mélanger. Et après, juste si très important, la plateforme Imago, qu'on a découvert il y a 2 ans, je crois, 1 an ou 2, où en fait, c'est le Netflix de l'écologie et c'est gratuit. Pour l'instant, tout est complètement gratuit. Et en fait, ils ont regroupé tout un tas de films comme Solution locale pour un désordre global. Donc il y a des documentaires, des films, et en fait tout touche à l'écologie ou en tout cas tout est assez engagé à la transition. Et c'est vraiment super. On peut piocher dedans. Et après, justement sur Internet, il y a les vidéos de Partager, c'est sympa, les vidéos du billet vert, le JTR, La relève et la peste, les vidéos de Nicolas Mérieux. Il y a Monsieur Mondialisation qui publie des contenus qui sont quand même vachement intéressants. Et pour le Japon, du coup, il y a Mister Japanisation. Ouais. Après, il y a Positiver. Kaizen aussi. Laure Noila est très intéressante aussi à écouter sur YouTube. Après, il y a aussi 2 collectifs de voyageurs qui s'appellent donc les Vagabonds de l'énergie et On the Green Road. On the Green Road, ils ont fait un tour du monde à vélo de 18 000 kilomètres pendant lequel en fait ils sont allés voir les initiatives, ils sont allés questionner un peu tout ce qui tournait autour des consciences écologiques. Et eux, en fait, leur façon de penser, c'est que les solutions, elles, un peu comme nous, qu'elles viendront d'initiatives locales. Et ils ont fait un film qui s'appelle On the Green Road. Et les Vagabonds de l'énergie, c'est un collectif de voyageurs qui est très engagé. Et eux, en fait, ils étudient vraiment la transition énergétique et comment les citoyens vont s'approprier l'énergie à travers le monde. Et en fait, ouais, sur Imago TV aussi, il y a plein de séries intéressantes comme Next ou encore Sideways. C'est des jeunes qui ont voyagé dans différents lieux écologiques en Europe
Et après, pour ceux qui sont plus sur le côté un petit peu agriculture, il y a La révolution d'un seul brin de paille de Masanobu Fukuoka, qui est considéré comme le père fondateur de la permaculture, même si lui, il n'appelait pas ça comme ça. Et puis après, il y a les bouquins de Bill Mollison et de David Holmgren sur la permaculture, qui, je pense, expliquent très bien les concepts de zone, du fonctionnement de la permaculture. Du coup, pour finir, où est-ce qu'on va pour vous suivre et puis voir les actualités de Dekiru? Pour la suite du film, il sort au Japon durant le mois de septembre. On n'a pas encore de date précise, mais ça va arriver très rapidement. On va essayer de faire un maximum de projections dans plein de villes. Donc, s'il y a des personnes qui sont dans différentes villes au Japon, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter pour soit nous aider à organiser une projection dans leur ville, soit pour se tenir au courant de si on passe ou pas. Et après, en France, pour l'instant, on ne sait pas exactement si on va avoir un distributeur ou pas. On a encore 2 distributeurs potentiels qui doivent nous répondre. Si la réponse est négative, on va se lancer dans l'autodistribution. Et en fait, si quelqu'un souhaite projeter le film dans sa ville ou le voir dans sa ville, il ne faut pas qu'il hésite à nous contacter dès maintenant, parce qu'en fait, on est en train de constituer un répertoire. On est vraiment dans le partage, donc on serait plutôt sur des... Pour l'instant, on ne sait pas si ce sera possible, mais sur des systèmes de donation pour les projections, travailler avec les mairies, travailler avec les assos, travailler avec les universités, les écoles, les collèges, les lycées. En fait, essayer vraiment de le diffuser le plus possible. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées, elles peuvent nous contacter. Donc, effectivement, sur le site internet www.dekiru-movie.com ou alors sur notre page Facebook Dekiru c'est possible. Et après, sinon, voilà, aussi en s'abonnant à la newsletter sur notre site internet ou en utilisant le formulaire de contact sur le site internet. Et puis voilà, enfin nous vraiment on veut le montrer le plus possible et je pense qu'on va avoir besoin de gens motivés pour organiser les projets. Donc c'est un appel. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi aussi. J'espère que cet épisode vous a plu. D'ailleurs, vous pouvez m'envoyer vos suggestions d'invités ou me faire part de vos remarques et feedbacks par email. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me le faire savoir en vous abonnant et en laissant un avis sur votre appli préférée. À la prochaine!